Et voilà, on se retrouve. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de JSF, toujours pour assister à cette journée de la transformation et du neuroleadership. On continue de recevoir des gens exceptionnels sur notre plateau et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Céline Bantil. On est trop heureux, Céline, que vous soyez avec nous. Comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de partager simplement des valeurs qui me sont chères. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Céline, tu es sportive de haut niveau ensuite. Tu as dû tout réapprendre après un accident grave qui t'a laissé partiellement tétraplégique. Tu racontes ton histoire dans un livre hyper émouvant que j'ai adoré, Pas à pas, histoire d'un accident et d'une résurrection. C'est un témoignage édifiant. J'encourage tous ceux qui nous regardent à le lire parce qu'on a beaucoup à apprendre de son expérience et tu as eu la gentillesse de répondre à l'invitation de Clarence et de Jonathan qui est avec nous aussi, là pas présentement, mais voilà, on est ravis que tu sois avec nous aussi, Jonathan. Ce qu'on voulait évoquer avec toi, c'était, outre cette notion qu'on commence à connaître de résilience et qu'il est toujours bon de débriefer en fait, voilà, sur laquelle on reçoit des témoignages, c'est hyper important, mais c'est plus largement et plus pragmatiquement aussi, comment convertir les difficultés en opportunités. Pourquoi, Clarence, tu es allée vers Céline? Pourquoi tu voulais nous la présenter? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer Céline sur une autre thématique et qu'on a réussi finalement à bien se connecter et à trouver des points communs et des sujets communs entre le parcours de Céline et puis le leadership et la transformation. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant qu'on partage à plus large échelle ces enseignements. Et puis, Céline a beaucoup de bons conseils à nous donner. Et Céline peut nous donner des conseils que nous-mêmes pouvons appliquer. Donc, il faut pas penser qu'on va juste écouter une super-héroïne. Céline arrive tout à fait aussi à nous rendre accessibles ces enseignements. Bon, tu es quand même un peu une super-héroïne, quoi, on va dire. Tout le monde n'est pas sportif de haut niveau. Enfin, moi, ça m'épate assez, en tout cas. Qu'est-ce que toi, tu as retrouvé? Pourquoi tu as eu envie d'être avec nous, Céline, aujourd'hui? Tu le disais, partager des valeurs qui te sont chères, c'est ça? Oui, exactement. Pour moi, c'est ce qui est important dans ma vie. C'est ce qui donne du sens à ma vie. C'est de partager, inspirer et surtout mener ma passion qui est d'aider d'autres personnes. Une passion que j'ai développée suite aux expériences que j'ai vécues. Et je ne suis pas une super-héroïne, je suis une personne comme vous tous. Et je tiens simplement à expliquer et à vous montrer comment faire une opportunité d'une difficulté. Ayant eu des difficultés majeures dans ma vie, surtout celle de mon accident qui a eu lieu en 2008. Donc, juste pour situer le contexte, j'ai eu un grave accident d'équitation. Un cheval donc de 600 kg m'est tombé dessus. C'est pas très agréable. J'étais dans le coma pendant un mois, des graves lésions cérébrales et j'ai dû tout réapprendre. Je ne parlais plus, je ne marchais plus. J'étais incapable de réfléchir, de penser quoi qu'il soit. Donc, le chemin de la rééducation a été long. J'ai grandi une deuxième fois. J'étais un enfant qui a grandi dans l'espace de quelques mois seulement, qui a dû tout réapprendre. Et aujourd'hui, j'ai la chance de participer à cette réunion et de vous transmettre ma philosophie de vie, mon état d'esprit qui m'a poussé à avancer et même encore plus au-delà à aider d'autres personnes et à réaliser mes ambitions. Alors, chère Céline, déjà merci, parce que des témoignages comme ça, on n'en a pas tous les jours. Et je dois dire que là, sur le plateau, déjà, c'est très émouvant et de t'entendre en parler, voilà, c'est bouleversant. Comment tu as trouvé, toi, la force? Tu dis, cet animal te tombe dessus. Comment, derrière, tu as réussi à traverser tout ça? Il n'y a pas de on, là, il n'y a pas de chrono indéfini. C'est comment tu as réussi à passer outre tes craintes, tes peurs, j'imagine, de ne plus parler, de ne plus retrouver toutes tes fonctions, et tu as réussi, quoi. Alors, si on cible cette période-là de ma vie, donc les mois qui ont
suivi l'accident. Un élément majeur était le soutien et l'aide de ma maman. C'est elle qui a eu l'idée de me ramener à la maison pendant un week-end quand je sortais du coma. J'étais totalement inconsciente. On m'a dit que j'étais déprimée, que je ne voulais plus rien faire. La seule manière de revenir à la vie était de faire un déclic. Donc, ma mère a eu cette merveilleuse idée de me ramener à la maison pour un week-end seulement. Le fait d'être entourée par ma famille, mes amis, dans mon environnement normal dont j'avais l'habitude, et le fait de voir et de retrouver mon cheval a provoqué ce fameux déclic après lequel j'ai suivi toutes les thérapies, tenant compte que j'en faisais plus avant. On devait négocier avec moi avec du chocolat comme avec des enfants pour que j'y aille, si ce n'est que quelques minutes. Et d'un coup, je faisais beaucoup plus. J'avais retrouvé une grande motivation de me battre et d'avancer. Et j'en viens à cette croyance, à la profonde croyance en la vie, simplement. À faire des progrès. J'avais découvert par là qu'en travaillant dur, tous les jours, à tout instant qui se présentait à moi, ça en valait la peine. J'avais tout perdu. Les médecins étaient négatifs à mon sujet. Même si je faisais des petits progrès, cela ne signifiait pas grand-chose pour eux, tellement j'étais loin. Pour moi, cependant, c'était précieux. Rien que de pouvoir lever un petit peu le bras comme je vous le montre à la caméra, semble pas grand-chose. Mais pour moi, c'était énorme. Et toutes ces petites étapes me servaient de motivation personnelle et mon entourage y croyait aussi, le remarquait, m'en félicitait. Je m'en auto-félicitais aussi, puisque c'était la seule manière de voir des petites choses positives dans le drame que je vivais. Et ça, tous ces petits progrès m'ont beaucoup aidé. Parce que à ce moment-là, je voyais un long tunnel noir et sombre. Et tout au bout, il y avait une lumière. Celle-ci signifiait la vie. Oui, vivre. Donc, pour y retourner, je devais avancer pas à pas. Donc, chaque progrès était une grande motivation pour moi. Elle me poussait à continuer à travailler et en faire d'autres. Donc, un progrès était un tremplin pour finalement aller beaucoup plus loin, ce qui m'a emmené jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Merci infiniment, Céline, pour ton témoignage. C'est vrai qu'on va y revenir, mais quand on t'écoute, on se dit qu'on est exactement dans tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, sauf que là, c'est la vraie vie, c'est ton histoire. Pour ce qui est de l'entourage, tu me dis revoir mon cheval, revoir ma mère, on a toutes les notions évoquées ce matin de neurones miroirs, d'empathie, qui t'ont sorti d'une situation mais apparemment et a priori pour les médecins inextricable. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et pour nous, c'est un exemple extraordinaire. On se dit que si ça arrive dans ces cas-là, de pouvoir à ce point remonter les escaliers comme ça dans l'autre sens, mais c'est ça, marche après marche, tu le dis, ça a été fastidieux, mais chaque progrès était un encouragement encore à un progrès d'après. Je trouve ce message franchement bouleversant et merci parce que c'est magique. Je comprends Clarence qui vous est, et Jonathan aussi, qui vous est à ce point donné des leçons en fait, aussi, mais pas que. Non, pas que. Céline, pour te citer, je reprends ta phrase où tu dis que tout est possible. Et nous, c'est vrai qu'avec Jonathan, ça évoque beaucoup de choses, et notamment la neuroplasticité. Jonathan, je te laisse expliquer pourquoi. Oui, effectivement, c'est vrai en écoutant Céline, c'est assez vertigineux comme témoignage et on n'a pas forcément envie de chercher une explication et parfois c'est difficile de trouver une explication. Pour autant, puisque Céline l'a elle-même utilisé, elle n'est pas une super-héroïne.
Et ça veut dire qu'elle a été capable de chercher quelque chose au fond d'elle-même qui lui a permis de se reconstruire, de rebondir et de réapprendre différemment. Et cette chose-là, on l'a tous. On est tous dotés d'une faculté neuronale qui s'appelle la neuroplasticité. Donc on a tous entre 85 et 100 milliards de neurones dans le cerveau et un peu ailleurs dans le corps, dans l'intestin notamment et dans le cœur. Et ces neurones, la particularité qu'ils ont, et c'est une découverte qui est assez récente, hein, c'est qu'ils ne sont pas figés. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de se régénérer, de se réadapter, de se réinventer en permanence face aux situations, qu'elles soient plus ou moins difficiles, qui s'offrent à nous. Et donc c'est ça je pense que c'est un peu ça aussi que Céline nous raconte. Finalement, elle a réussi, après une phase qui a été évidemment difficile, qui est la phase qui a immédiatement suivi son accident, elle a été capable d'aller puiser au fond d'elle-même, de se ressourcer et finalement de se réinventer. Et en fait, cette capacité neuronale, la neuroplasticité dont on est tous dotés, elle nous permet à chacun en tant qu'individu, et c'est ça qui est inspirant chez Céline. C'est inspirant parce que c'est pas si éloigné de nous, on est capable, nous, de s'adapter aux changements qui s'offrent à nous en tant qu'individu et aussi aux changements qui s'offrent à nous dans le monde de l'entreprise. Et je rebondis sur, tu évoquais l'empathie, le collaboratif, s'entourer aussi des bonnes personnes. Ça nous évoque, nous, la neurosociologie, c'est-à-dire aussi la capacité qu'on a en s'entourant des bonnes personnes d'apprendre, de se réinventer en permanence et avec humilité, justement, de construire une organisation, un collectif efficace, efficient, parce que finalement, chacun, justement, comme Céline, aura sa mission et puis aura ses capacités et sa conscience. C'est ce que, Céline, tu nous avais aussi raconté, savoir comment est-ce que tu t'es entourée et comment est-ce que, justement, tu as aussi défini, j'ai introduit une autre notion, ton cercle d'influence, ton cercle de maîtrise et ce qui sortait de ça aussi. Donc, Céline, je te laisse expliquer si tu veux. Oui, bien sûr. C'est quelque chose de très important dans tous les aspects de ma vie et à tous les moments de ma vie, puisqu'au début, je parlais tout à l'heure de ma maman. Il s'agissait bien entendu aussi de tous les médecins, les thérapeutes, la famille, les amis, l'impact que ces autres personnes avaient sur moi. Donc, il fallait aussi éviter d'avoir trop de contact avec les personnes qui m'influençaient dans le mauvais sens ou qui venaient, par exemple, me voir à l'hôpital juste par curiosité. Donc ça, c'était les moments difficiles à gérer. Plus tard, j'ai été confrontée à d'autres difficultés, dont le divorce de mes parents, une séparation difficile. Depuis près de 10 ans, mon père a coupé les fils, donc d'un jour à l'autre, tout a changé. Je n'avais pas fini de formation, j'avais la charge d'un cheval, je ne gagnais pas d'argent. En plus, ce lien affectif tellement précieux pour moi était brisé. Comment est-ce que je pouvais continuer? J'étais pratiquement à la rue avec un handicap lourd. Dès ce moment-là, j'ai su que je voulais tenir sur mes propres jambes. Et c'était mon objectif. Pour cela, très naturellement, je me suis tournée vers des personnes que je connaissais bien et qui pouvaient me mettre en contact avec d'autres. C'est des personnes à qui je faisais totalement confiance et qui, j'étais sûre, pourraient m'aider. Donc, très rapidement, j'ai eu la chance d'être soutenue pour pouvoir garder mon cheval, lui qui était très, très important et même essentiel pour ma rééducation. Et même plus, puisque j'ai pu par après aussi reprendre ma carrière sportive en main. Donc là, on arrive à une toute autre échelle. Le plus que j'avançais, le plus de personnes étaient nécessaires dans mon environnement. J'ai pu avancer, me qualifier pour mes championnats, des championnats d'Europe aux Jeux équestres mondiaux, puis j'ai pu réaliser mon rêve olympique d'adolescente aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Et là, c'était d'autant plus important
parce que les différentes personnes devaient adhérer à mon projet. J'avais besoin de soutien. Et au moment des Jeux, il me fallait gérer une équipe d'une quinzaine de personnes, de professionnels, à devoir mobiliser parfois très rapidement à un instant bien précis. Donc là, la communication, elle était essentielle aussi. Mais j'ai toujours vu les choses un peu différemment. J'ai d'abord toujours tenu à m'engager pour les autres, à œuvrer pour des causes, à donner sans jamais attendre de recevoir quelque chose en retour. J'ai toujours essayé de les inspirer, de montrer que c'est possible de se sortir d'une situation qui est délicate. Et par là, elles m'en ont remercié par après. J'ai obtenu de plus en plus d'aide, de plus en plus d'engouement qui s'est créé autour de moi. Et par là, j'ai pu créer des plus ou moins grandes choses ensemble avec de nombreuses personnes autour de moi. Merci beaucoup, chère Céline. C'est vrai que quand on t'écoute, on se dit que, bon, c'est dans une mesure bien différente, évidemment, mais après le temps de la crise, la chute, la reconstruction, tout de suite, ton cerveau, tu te dis, il faut que j'organise ma reconquête de moi-même et de mon espace et de ma vie. Et tu commences par faire le tri. Tu nous dis des gens qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, de ce qu'il y avait à faire. Donc, une sorte de ménage, pour le dire grossièrement. Et puis, voilà, à faire tes sélections. Et tu as une attitude qui me semble être celle qu'on a définie un peu tout au long de cette matinée, celle du leader, qui est de dire, là, je m'entoure, je définis, je donne envie. Et donc ça, c'est inspirant, évidemment, c'est une attitude, c'est ce qu'on prône depuis ce matin, en fait. Oui, complètement, oui. Moi, j'entends beaucoup d'authenticité, j'entends de l'humilité, j'entends vraiment de la vulnérabilité aussi, on en a parlé tout à l'heure. Et j'entends aussi la capacité d'organiser. Donc, d'organiser pour la préparation aux Jeux de Rio, c'est-à-dire, encore une fois, définir qui est à quelle place, faire confiance aussi, s'en remettre quand ça sort justement de tes propres capacités à d'autres personnes. Et ça, moi, je trouve ça très inspirant. C'est aussi ce qui m'intéresse dans le profil de Céline, c'est que je pense que c'est tout à fait applicable à l'entreprise, aux organisations privées ou publiques. Et c'est vrai qu'on a aussi discuté en préparant cette séance avec Céline et Jonathan, on a aussi discuté sur la façon dont Céline planifiait justement. Parce que j'avais une question pour Céline qui était, à la fois Céline dit, finalement, chaque jour quand je me réveille le matin, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et en même temps, je vois Céline préparer des échéances à très long terme avec cette dimension des JO paralympiques. Et ma question, c'était, mais finalement, tu dis que tu n'as pas de plan, mais il y a quand même une planification d'un objectif. Donc, à très long terme. À très long terme. C'est différent. Et Jonathan, du coup, je te laisse réagir là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose, nous, dans les organisations, qui nous intéresse, et notamment en mode test and learn. Ouais, tout à fait. Je vais revenir sur cette notion de plan. Je voudrais juste compléter une petite chose que tu as dit, que vous avez dit toutes les deux, Clarence et Céline, qui m'inspire beaucoup pour le coup. C'est la notion de leadership, on en a parlé, mais la manière dont tu l'as exprimé, Céline, quand tu as dit finalement tu as une équipe qui t'a entouré pour t'emmener au jeu, donc toute une équipe logistique probablement, enfin il y avait un certain nombre de personnes, et tu as dit, moi, ma philosophie, ma manière de les manager, c'est de donner sans attendre de recevoir en retour. Et ça fait vraiment penser au leader qui est au service des autres. C'est vrai que pendant longtemps, on a pensé que l'organisation ou les collaborateurs sont au service de leur leader. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Et c'est ce que tu décris. C'est que c'est le leader qui est au service de son équipe pour atteindre ensuite ensemble un objectif commun, un objectif collectif. Donc ça me parle particulièrement. Et je pense que c'est particulièrement vrai en entreprise, et les entreprises qui fonctionnent sont des entreprises de ce type-là où le leader est au service de ses collaborateurs. Je voulais vraiment compléter ça parce que c'était hyper important pour moi. Et après, je reviens, Clarence, je voulais pas ne pas répondre à ta question évidemment, ou ne pas rebondir sur la notion de plan. Oui, la notion de plan qui est effectivement, on dit souvent, et c'est quelque chose dont on discute avec Clarence, avec Josh aussi, c'est un de ses leitmotivs,
L'acte de planifier est important, le plan en lui-même n'est pas important. En fait, le plan en lui-même, il sert justement à être modifié. Ce qui est important, c'est de l'acte de planifier, de se projeter dans l'avenir, de s'accrocher à quelques certitudes en planifiant. Mais finalement, le plan en lui-même, il est fait pour changer. Et c'est ce que tu dis et c'est ce que Clarence a résumé. Il y a cette notion d'objectif court terme, long terme. Long terme, tu sais où tu veux aller. Et c'est assez clair et tu l'exprimes très clairement. Quand tu dis que tu veux aller participer, que tu as des échéances sportives de haut niveau, c'est très clair pour tout le monde. En revanche, tu vis au jour le jour parce que tu sais ce que la vie t'a donné et ça te donne aussi une forme d'humilité. Et excusez-moi, mais elle nous l'a annoncé dès le départ, Céline. Elle nous a dit, moi, je me suis réveillée un matin, il y avait un point lumineux et ce point-là, c'était la vie, vivre. Elle a insisté là-dessus. Donc, son plan, clairement, selon moi, il est là. Hein, Comment c'est ça, Céline? C'est vivre. Chaque moment. C'est ça le grand plan. Chaque seconde de votre vie, intensément, sans remords ni regret. Assumez ces actes à 100%. Tu te reconnais, toi, Céline, dans ce rôle de leader dont te part avec joie Jonathan et Clarence, pardon? Alors, personnellement, j'aime pas trop parler de leader, ça fait résonance peut-être à un chef de groupe, au pouvoir ou quelque chose. Non, non. Moi, ce que j'aime, c'est aider, inspirer, donner aux autres. C'est ce qui fait du sens à ma vie. Et même aujourd'hui, par ou grâce à mon expérience, à ce que j'en ai fait surtout, ça me permet d'inspirer d'autres personnes. Donc, je le sens plus comme un devoir, comme un must de le faire. C'est la mission que la vie m'a donnée. Et d'ailleurs, toutes mes activités, passées, présentes et peut-être même futures, vont dans ce sens. On en revient à cette notion de mission qu'on a beaucoup évoquée avec Philippe Kassenbeck et nos invités ce matin. Ça compte, ça. Complètement, de levier motivationnel et puis vraiment de sens. C'est comme on en a parlé en effet avec François ce matin. Pourquoi est-ce que le matin, on se lève? Qu'est-ce qui donne du sens? Et comme l'expliquait Philippe, on n'est pas obligé d'avoir forcément un sens, mais là, c'est très clair pour Céline, c'est participer à une mission, quelque chose de plus grand, probablement. Et pour moi, Céline, je rebondis quand même, ça incarne quand même les valeurs de leadership avec cette notion vraiment d'inspiration. Ce qui est important dans les organisations, c'est vraiment pour moi que le leader est justement, on peut l'appeler autrement, si tu préfères Céline, mais en tout cas, soit déjà très clair, lui, en son sens, pourquoi est-ce qu'il se lève le matin, qu'il ait vraiment conscience de qui il est, qu'il ait confiance en son équipe, en ses capacités, et puis qu'il ait aussi conscience de ses limites. Et pour moi, c'est vraiment le point de départ pour que dans le role modeling, un leader puisse entraîner toute une équipe et inspirer et justement permettre, en montrant l'exemple à chacun de son équipe, de chercher aussi quel est son sens, quelle est sa meilleure place, d'essayer, de tester, peut-être d'échouer et puis de reconnaître et d'accueillir aussi, comme on disait, un petit peu ce mode start-up où on essaye, on ajuste et c'est pas grave et tout va bien. Ce qui est important, c'est d'essayer et puis d'apprendre de ses erreurs. On revient encore sur une notion qu'on a discutée ce matin. Alors, je me permets de rajouter quelque chose. C'est ce profond désir d'apprendre, ce désir d'apprendre à tout moment de sa vie. Et la preuve, c'est que l'on peut apprendre à tout moment de sa vie, que l'on soit un enfant, un adulte ou une personne retraitée. On est bien d'accord qu'on apprend toute sa vie, qu'on peut progresser aussi tout au long de sa vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, ce que je tiens vraiment à transmettre avec vous, c'est que en apprenant, on va aussi plus loin, on se construit et à chaque fois, ça permet de s'enrichir. Et pour moi, je le fais en côtoyant d'autres personnes, surtout.
il y a plein de moyens, dont la formation, etc. Mais je trouve que lors de chaque échange, on apprend. Et ça, c'est une des plus belles choses dans la vie. Merci beaucoup, chère Céline. En tout cas, n'hésitez pas, je le rappelle, pour ceux qui auraient envie de poser vos questions à Céline, à Clarence et à Jonathan, bien sûr, vous pouvez tout à fait nous écrire. On a accès à vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Mais là, tout de suite, j'ai Clarence Dupont à ma gauche qui gratte des notes. Mais qui gratte des notes, mais à une vitesse, vous n'imaginez même pas, elle me fait vibrer la table. Donc, Clarence, on voit que c'est quelque chose, oui, qui a été très, très inspirant ta rencontre avec Céline. Oui, notamment parce que, encore une fois, moi, j'ai trouvé que Céline, dans son discours, rendait vraiment accessible aussi cette reconstruction et que c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur, notamment dans la recherche de sa meilleure place dans sa vie professionnelle, autant que personnelle. Et j'ai trouvé très inspirante, encore une fois, cette capacité aussi à prendre des risques, parce que c'est quelque chose dont on parle aussi beaucoup. J'ai trouvé aussi très inspirant dans ce contexte particulier d'incertitude et puis de circonstances sanitaires que vous connaissez, de finalement me rendre compte que Céline était peut-être plus forte que nous, parce qu'elle était… peut-être, voilà. Parce qu'en fait, parce que Céline, toi, tu habites avec l'incertitude et puis finalement, tu as même développé une forme d'humour vis-à-vis de celle-ci. Oui, parce que j'aurais tendance à vous dire, ma vie est faite d'incertitudes. J'en vis au quotidien avec les difficultés, donc le handicap que j'ai, même s'il est quasiment invisible au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça même qu'on a tendance à l'ignorer. Mais en sport, je dois éviter quand même de dépasser les limites. C'est mieux de ne pas se blesser, de finir une séance d'entraînement debout, sur les pieds aussi, et pas avec une commotion au sol, comme ça m'est arrivé après ma première compétition d'athlétisme. Donc oui, je dois prendre des risques jusqu'à une certaine limite, réussir à les doser pour à chaque fois aller un petit peu plus loin. Ah, tu essaies de les doser pour les dépasser, en fait. Exactement. Ouais. Peut-être les risques, on ne les dépasse pas. On arrive à dépasser un objectif ou quelque chose qu'on voudrait atteindre, à dépasser une difficulté, voilà, à dépasser une difficulté. Mais dépasser un risque, ça veut dire chuter, ça veut dire qu'on a été trop loin. Mais à culpa, c'était très mal exprimé. Je me suis fait gronder, mais c'est vrai, c'est complètement vrai. Oui. Je suis là derrière ma vitre. C'est vraiment intéressant ce qu'on vient d'évoquer, ce que Céline vient d'évoquer. Ça me fait penser à l'innovation en fait. Et c'est de quelle manière on peut, alors je vais faire le parallèle avec l'entreprise, on peut mettre ses collaborateurs, mettre son entreprise dans les meilleures conditions pour aller vers l'innovation. Et c'est-à-dire comment on va faire pour mettre son entreprise dans des conditions de prise de risque, contrôlées, dans un cadre donné. Et il y a un certain nombre de méthodologies qui permettent justement d'aller vers l'innovation et de favoriser la prise de risque. Et ça me fait notamment penser à des méthodologies issues du design thinking qui en fait consistent de manière très très simple à, plutôt que de lancer une innovation ou un produit ou un projet et puis d'attendre qu'il soit complètement ficelé pour le livrer à ses utilisateurs, il y a cette fameuse logique de petits pas et on en revient à ce que tu disais au début, hein, Céline. C'est finalement peut-être que tu disais par lever le bras, c'était déjà un succès pour toi. Il y a des manières comme ça, des méthodologies d'entreprise qui disent finalement plutôt que de vouloir atteindre un mammouth, quelque chose qui est beaucoup trop énorme, qui semble inatteignable, découpons-le en petits pas, beaucoup plus digestes, en tranches digestes, qu'on va pouvoir plus facilement appréhender et on pourra dire là on y est arrivé et ça c'est un succès et je bâtis là-dessus et je vais un cran plus loin et donc j'innove. Merci beaucoup. Juste petite parenthèse pour se faire plaisir, parce qu'on a un petit message de Franklin Data qui nous dit « Merci pour ce témoignage, Céline. Votre message est inspirant pour les managers et a une portée universelle. » Merci donc de sa part. Merci pour ce partage. Non, je voulais rebondir sur ce que je disais, Jonathan. Je crois que de décomposer aussi les objectifs en plus petits objectifs, pour moi, ça garantit l'inclusion aussi.
C'est-à-dire que au lieu d'aller sur des profils et peut-être d'être un peu trop élitiste, ça nous permet aussi d'être un peu plus nuancé et un peu plus subtil dans la recherche des compétences. Et c'est un sujet dont on avait bien parlé l'année dernière et qui est important pour moi, c'est la légitimité à chacun aussi d'être bon dans certains domaines et peut-être pas dans tout, et d'avoir la place pour exister et rayonner avec ses pleines capacités, avec son identité. Donc, c'est un peu l'agilité pour moi, et c'est subtil, ça demande beaucoup d'investissement des managers, des leaders, beaucoup de tolérance aussi et de temps pour apprendre à connaître les personnes, les accompagner aussi dans leur quête d'identité professionnelle, mais c'est très important. Donc, je suis aussi, j'aime beaucoup aussi cette idée de décomposer les objectifs. Justement, tu parlais de quête d'identité. Céline, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais ça m'intrigue beaucoup. Tu étais une certaine jeune femme avant l'accident, qui avait sans doute une certaine mentalité, sa façon de penser, ses attitudes, sa démarche, ne serait-ce que toutes ces choses-là qui font la vie de tous les jours. L'accident a fait changer ça, l'a fait évoluer d'une autre manière avec laquelle tu as réappris à vivre. Comment le passage d'une identité qui s'est mue en une autre un peu différente s'est-il opéré pour toi? Alors, la période de l'acceptation, c'est ça surtout, et c'est elle qui est très longue, très compliquée à passer aussi, puisqu'avant, j'étais une jeune fille, comme beaucoup de jeunes filles, je vivais à fond la caisse, en plus, j'avais des facilités à l'école, j'avais pas besoin de beaucoup apprendre ou réviser mes cours, j'avais des bonnes notes. En équitation, j'étais en équipe nationale junior. Tout se passait bien, j'avais des très bons résultats. Quand on me proposait de l'aide, surtout, j'hésitais jamais à l'accepter. Tout allait très bien. Ma difficulté majeure à l'époque était la jalousie des autres filles, parce que non seulement j'arrivais tout, et en plus, je plaisais aux garçons. Donc, à vrai dire, c'était plutôt une vie facile que je menais alors. Par contre, celle d'aujourd'hui a beaucoup plus de valeur. Et la plus grande, c'est celle que je considère et je réalise ce que la vie signifie. Pas seulement ce qu'elle signifie, mais je la vis. Je vis chaque instant intensément, comme je vous l'ai dit avant, sans remords ni regrets. J'assume toutes mes décisions. Comment ça se manifeste, cette vie augmentée au quotidien? Comment tu sens qu'elle est plus intense, que tu en profites plus, même si le mot est mal choisi? Oui, le mot est un peu mal choisi. Encore, je confirme. Je pense que non, mais pas complètement. Puisque profiter de la vie, ça veut dire vivre pleinement. Ça veut dire aussi d'apprécier les difficultés. Parce que les difficultés, en les surmontant justement, pas à pas, c'est elles qui vont créer cet enthousiasme, ce rayonnement en vous de vouloir aller encore plus loin parce que vous réussissez. Donc, vous êtes heureux de cette victoire. Et après, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller plus loin. Donc, finalement, c'est un cercle vertueux qui est créé. Mais j'aimerais encore revenir sur les objectifs, parce qu'avant, on parlait que je visais la qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Donc oui, ça, c'est un grand objectif, c'est mon grand objectif. Mais il se peut tout d'un coup que l'année prochaine, je ne m'y qualifie pas. Et suite alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis triste, je suis déprimée, c'est la fin du monde, je ne sais plus quoi faire. Non mais, ce qui me permet de relativiser aujourd'hui, c'est justement que j'ai une mission dans la vie. C'est que j'ai un sens. Et mes activités y contribuent. C'est juste une manière
de faire les choses, de parvenir à mes ambitions et de poursuivre la vision que j'ai dans cette vie, ma mission, c'est-à-dire donc d'inspirer, d'aider d'autres personnes par le biais de mes activités. Jonathan, Clarence? Moi, j'ai une question, je peux bien. Allez, tu parles de plusieurs activités. Ça veut dire que moi, la perception que j'ai, c'est que la mission est plus forte que tout, ça c'est le fond, et que dans la forme, ça peut se traduire, ou ça peut s'incarner de différentes façons. Ça me fait quand même penser à la gestion du risque, à la capacité aussi à être voilà, nuancée dans plusieurs activités et du coup à assurer un équilibre. Je ne sais pas si c'est l'impact que ça a sur toi. Alors oui, j'ai toujours tenu à avoir un équilibre dans la vie entre toutes mes activités qui me permettent justement encore mieux à atteindre cette mission de vie. Donc je le fais par divers moyens, notamment comme maintenant des conférences. Ça passe aussi par l'aide que j'apporte de personne à personne. Les moments qui me tiennent à cœur, par exemple, comme une situation qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps et qui a commencé cet été jusqu'à il y a un mois à peu près, c'est le fait d'avoir suivi une fille en pleine période de Covid, donc d'avoir suivi une fille à l'hôpital qui venait de la Roumanie pour se faire opérer d'une tumeur au cerveau à Genève et que j'ai aidé pour toute sa reconstruction pendant son hospitalisation. Donc, ça passe par plusieurs niveaux. Aussi, par le fait que j'ai écrit un livre. D'ailleurs, je vous conseille de le lire vite, puisqu'il y a des projets qui vont suivre. Je ne vais pas m'étaler là-dessus maintenant, mais quand on parle de projets, oui, j'ai des projets, j'en ai plein, tout simplement parce que j'ai envie de vous faire du bien et de continuer, en d'autres termes, à œuvrer pour la collectivité. Jonathan, Clarence, c'est vrai que quand on entend Céline, on se dit, on découvre que le moteur en fait de beaucoup de sa mission, c'est non seulement elle, être dans la vie, mais embarquer tous les autres avec elle. Elle est en permanence en train de nous dire que par les conférences, par ses multiples activités, par son engagement auprès de la collectivité, elle est là, elle habite ce monde, mais elle l'habite avec les autres. Et c'est ça qui compte pour elle, on le sent très fort, quoi. Jonathan. Oui, oui. Moi, ça me fait penser à deux choses. On l'a déjà cité une fois ce matin, c'est Philippe qui l'a cité, c'est Peter Drucker qui disait une de ses phrases célèbres, c'est Culture eats strategy for breakfast. Autrement dit, la culture est bien au-delà de la stratégie. Et là, finalement, dans ce que Céline nous racontait, son sens, le sens de sa vie, sa mission, elle est plus importante que la stratégie qu'elle va mettre en œuvre pour l'atteindre. Ce que tu disais, évidemment, tu vas tout mettre en œuvre pour te qualifier aux Jeux de Tokyo. Mais si tu n'y arrives pas, tu atteindras ta mission différemment. Donc ta mission, elle vient au-dessus de tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment assez riche d'enseignements pour chacun. C'est d'avoir toujours finalement un coup d'avance, de dire, OK, si cette stratégie-là n'arrive pas à son terme, qu'est-ce que je vais faire d'autre pour atteindre ma mission? Première chose. Et après, deuxième chose, ce que tu dis, Pauline, qui est vraiment intéressant, c'est que c'est toute la richesse que tu puises chez les autres, Céline. Et dans ta reconstruction, tu disais que tu t'es tourné évidemment vers les équipes d'experts médicaux qui t'ont aidé à te reconstruire physiquement, mais aussi vers d'autres personnes de ton entourage. Tu as notamment cité ta maman, qui a été une formidable source d'énergie, mais aussi tout ton entourage qui t'a permis de comprendre que tout était possible. Et là, l'impression que j'ai en t'écoutant, mais dis-moi si je me trompe, c'est que quelque part, tu as envie aussi d'aller restituer aux autres toute l'énergie que tu as pu recevoir. Ça se sent, ouais. Oui. C'est non seulement donner aux autres ce que j'ai pu recevoir, mais c'est vraiment donner. Parce que donner et voir évoluer d'autres personnes, franchement, il n'y a rien de plus beau que ça. Moi, je reconnecte avec le sujet que Philippe et toi avez abordé avec Axel et Catherine ce matin. Après cette feeling Voilà.
on ressent l'engagement, on voit aussi, je crois, la capacité, encore une fois, à Céline de savoir là où elle est forte, là où elle a envie d'aller. Et pour moi, c'est très contagieux. C'est pas le bon terme en ce moment, mais c'est très contaminant pour embarquer du coup en collectif, encore une fois. Donc, je crois qu'à partir du moment où voilà, comme Céline, on incarne ses forces, on capitalise dessus, en étant capable aussi de détecter aussi les limites de la capacité. C'est comme ça qu'après, ensemble, on va tous réussir à inspirer, à engager des foules, et c'est ce qu'on évoquait ce matin. Et puis, moi, il y a une autre notion j'ai deux questions. La première, c'est, j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce d'appétence particulière de Céline pour finalement aller toujours plus loin, aller toujours plus. De compétitrice. De compétitrice. Je pense que c'était là, c'était ton âme quand même avant l'accident, justement. Ce qui est important pour moi, c'est quand même de penser à ceux qui peut-être se reconnaissent pas forcément dans ce discours-là. Peut-être que certains se sentent différents et se disent mais de toute façon Céline a cette force et puis cette appétence pour le sport, la compétition. Est-ce que moi, finalement, moi aussi, ça peut m'arriver? Ça, c'est justement ma première question. Céline, dans quelle mesure est-ce que tout un chacun peut se reconnaître dans ce cercle vertueux dont tu parles, qui permet d'aller de plus en plus loin? Vous savez, beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie, survenir à un moment quand on ne s'y attend pas. On a toujours le choix. Quand une situation arrive, une difficulté qui se présente, on peut soit en faire quelque chose, changer et faire évoluer cela, se donner déjà la chance de faire évoluer là, ou ne rien faire du tout et stagner. Et ça, c'est un choix qu'on ne voit certaines fois même pas tellement on peut être touché. Justement, ma mission, c'est de transmettre justement qu'on a ce choix et que l'on peut influencer. Donc, ce qui m'emmène à me dire que tout est possible, puisque tout est possible dans un sens comme dans l'autre. Et c'est à vous de l'orienter dans la bonne direction. Ça, c'est une réponse. J'ai ma deuxième question. On parle souvent de la visualisation positive, notamment pour les grands sportifs. La capacité, justement, peut-être créatrice. Et avant une échéance ou une compétition, de repenser à une victoire. Céline, est-ce que ça, tu peux l'illustrer? Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que, mentalement, avant quelque chose d'important, tu te prépares? Oui, bien sûr, je peux vous dévoiler mes secrets. Bon, j'ai quand même un peu de peine avec ça. Hein. Non, je rigole. Je rigole parce que ma mission, c'est de vous aider, vous donner peut-être quelques outils. J'en reviens d'abord à ma difficulté principale, mon handicap. Donc, j'ai encore des difficultés de coordination et d'équilibre. Je vais vous donner l'exemple de l'athlétisme. Il ne faut pas que je tombe. Il faut que je coordonne bien mes bras et mes jambes pour réussir à courir le 100 mètres en 15 secondes. Donc, c'est rapide, c'est difficile. Et ça l'est peut-être encore plus pour moi qui n'ai pas toutes les capacités. En plus, ce que vous ne voyez pas maintenant, à l'heure actuelle, à la caméra, c'est que je suis malvoyante. En plus, je précise quand même à le dire, Clarence, elle m'a quand même fait un sale coup, parce que dans la salle, ils m'ont positionné à droite. Donc, ils sont à ma gauche. Je ne peux même pas les voir. Mais bon, je sais, chers auditeurs, que vous êtes derrière votre ordinateur. Donc, je parle à la caméra, je ne parle pas à personne. Vous êtes là, derrière l'écran, et je sens votre présence. Donc, ça me rassure vraiment. Mais bon, pour en revenir à l'athlétisme, comment me préparer? Comment réussir à progresser petit pas par petit pas?
Là, comme c'est difficile, je dois d'abord rassembler toute l'énergie. Donc, évidemment, il s'agit de bien dormir, bien manger, avoir une hygiène de vie irréprochable, etc., etc. Pour les compétitions et pour les courses, pour même les exercices que je dois faire lors des entraînements, quand ils sont difficiles surtout, cela ne va pas de soi. Surtout les mouvements, puisque avec mon handicap, je dois donner l'impulsion par mon esprit jusqu'à mon corps, jusqu'à mes jambes et mes bras pour réagir, pour bouger, pour faire quelque chose. Donc, c'est un gros travail qui peut être lourd. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je dois apprendre un mouvement et que je ne sais pas le faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre, par exemple, une vidéo d'une personne qui fait le mouvement juste. Comme ça, j'aurai un exemple où j'aimerais aller, à quoi j'aimerais arriver. Ensuite, je vais faire de la visualisation. Donc, m'imaginer en train d'exécuter le mouvement sur un sprint, m'imaginer courir vite, mais jusqu'à tous les détails, ce qu'il doit se passer dans mon corps, jusqu'à l'énergie dans laquelle je dois être, ce que je peux entendre, ce que je vais ressentir. Je vais sentir tous les frissons, toutes les émotions que je vais avoir. Et déjà ça permet justement au corps et à l'esprit d'être dans la bonne intention, de créer les bonnes connexions, les bonnes intentions. Et quand je vais faire l'exercice, je peux répéter encore des visualisations juste avant. Et cela m'aide pour après pouvoir le reproduire sans forcer les choses. Et quand je n'arrive pas, ben oui, ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai besoin de me retourner sur moi-même, de réfléchir un instant, de revenir sur toutes les étapes que j'ai visualisées pour qu'elles soient ancrées et pour me voir l'exécuter. Je crois profondément que je peux le faire. Et là, c'est une des clés qui me permet de réaliser les exercices de bonne qualité. Et maintenant, je me trouve actuellement, oui, je suis ici, mais du moins depuis 2 semaines, et c'est ma 3e semaine de camp d'entraînement à Macolin, où je m'entraîne de manière très intensive. Et c'est là justement que je profite pour créer un maximum de connexions nerveuses en sollicitant l'esprit à chaque fois de manière différente. Mon coach va me donner d'autres exercices et à chaque fois, ça m'emmène à ressentir de nouvelles sensations. Et ces sensations, elles m'emmènent de la joie. C'est un bonheur de pouvoir ressentir un appui qui a été plus franc que jamais. La semaine dernière, d'avoir pu enfin, je dirais même, puisque ça fait 2 ans et demi que je pratique de l'athlétisme maintenant, après tout ce temps, enfin, de pouvoir me sentir confortable dans ma position de départ et de pouvoir faire mon start sans devoir trop réfléchir. Donc ça, c'est une grande victoire sur moi-même. Encore hier matin, pendant mes courses de 60 mètres, surtout que c'était technique, ce qu'ils appellent le in, le out et le in. Ça veut dire, le in, on est à bloc, à fond. Le out, c'est une partie plus technique, on laisse aller. Et après la fin, on remet les gaz. Et pour moi, changer de technique, d'esprit, est quelque chose de difficile, puisque mon corps risque de me lâcher.
D'ailleurs, c'est bien ce qui est arrivé au premier essai la semaine dernière. Cette semaine, j'ai réussi à le faire après une grande préparation mentale aussi, de manière à faire tourner les jambes à une vitesse, et j'ai senti que j'allais vraiment vite. Et en plus, sur une partie technique, aller vite, pour moi, cela signifiait beaucoup. Ça veut dire que la technique, privilégier la qualité avant tout, m'aide énormément. Merci beaucoup, chère Céline. C'est épatant. On se dit, ben oui, c'est vrai que le cerveau est capable de faire des choses pareilles. C'est juste incroyable. On en a parlé tout au long de cette journée déjà, mais chaque fois, c'est surprenant. Et dans ton cas, c'est époustouflant, c'est bouleversant, que dire d'autre.